Alors, le but, alors ce que je vais faire, on a une demi-heure, donc pas beaucoup de temps. Donc je vais quand même donner la parole à Ange, qui est la seule qui n'a pas parlé tout à l'heure. Je vais associer à la discussion le premier speaker, Mathieu. Voilà. Et ce que je propose, c'est d'écouter Ange sur une question précise, qui est la question qui est débattue aujourd'hui. Et puis ensuite, je prendrai des questions dans la salle et on essaiera d'animer un débat autour de ce qu'on a entendu et plus généralement autour de ma question, qui est la question du sujet d'aujourd'hui, qui est finalement qu'est-ce qu'apporte l'enseignement pour la recherche ou à la recherche et à l'éducation en général, dans le sens qu'on veut lui donner, c'est-à-dire d'une recherche ouverte avec une participation plus grande. Autrement dit, est-ce qu'on peut imaginer et est-ce qu'on peut penser que l'enseignement ou une forme d'enseignement puisse aider le citoyen, je ne parle pas du chercheur, à participer, comprendre, mettre en œuvre finalement des démarches de la recherche ou la recherche elle-même. Voilà. Donc Ange, je vous laisse la parole. Et puis ensuite, on prendra des questions de la salle vis-à-vis des orateurs ou plus généralement sur le sujet. Bonjour à tous. Peut-être faut-il vous présenter. Oui, voilà. Ange Ansour, je travaille au Centre de recherche interdisciplinaire dirigé par François, où je pilote un programme qui s'appelle S'aventurer École de la recherche. Donc tout est dans le titre, si j'ose dire. Qu'est-ce que nous faisons concrètement, rapidement? Nous proposons aux élèves de la maternelle jusqu'au lycée des projets d'éducation par la recherche. Nous avons un deuxième axe extrêmement important qui est celui de la formation et du développement professionnel des enseignants, et j'en parlerai un peu plus tard. Et qu'est-ce que nous entendons par éducation par la recherche? Il ne s'agit en aucun cas, à l'école, de singer la recherche, parce que si tout le monde est chercheur, personne ne l'est. Comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas donner un violoncelle à quelqu'un qui ne l'a jamais touché auparavant. En quoi nous intéresse la recherche scientifique? Première distinction. Pour nous, les sciences, ce ne sont pas uniquement les sciences exactes. C'est également les sciences humaines et sociales qui ont également leur régime de validité, leur régime de vérité et de discours. Deuxième chose, la recherche nous intéresse non simplement dans le modèle de déficit de connaissances qu'il s'agit de combler à la fois chez l'enseignant et chez l'élève, que cette connaissance soit didactisée en termes de savoir notionnel ou également en termes de compétences, savoir mener une démarche d'investigation, une démarche d'enquête, etc. On reste dans le domaine du modèle du déficit de connaissances. Ce qui nous intéresse, c'est la recherche, comme retrouver chez l'élève et aussi chez l'enseignant son identité de travailleur du savoir. C'est-à-dire on est là pour comprendre comment les savoirs sont produits, comment une communauté les valide et comment une communauté les fait circuler. Un savoir, ce n'est pas simplement une information, une donnée, etc. Il y a des procédures et les enfants, les adolescents peuvent comprendre comment générer un savoir et non pas simplement, je vous ai amené à ce livre que j'amène toujours en ce moment avec moi, une fausse nouvelle ou une simple nouvelle, Marc Bloch, 1921, réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles pendant la guerre. Donc, voilà. Ça existait déjà. Ça existait déjà. Et 1921, je vous invite tous à le lire. Mais ça devait exister avant aussi. Non, mais c'est le travail de l'historien fondateur de l'École des Annales sur vraiment la catégorisation et la classification de ce que c'est qu'une nouvelle. Et donc pour nous, aujourd'hui, dans un monde soumis à la conversion numérique, il est important que les élèves comprennent qu'un savoir, il est le résultat d'une procédure et non pas simplement de l'émergence, de cette efflorescence de l'imagination collective qui est celui d'une nouvelle. Donc voilà ce que nous faisons. Nous proposons aux élèves des projets en histoire, en neurosciences, etc. Il s'agit non pas bien sûr d'incorporer un corpus, bien sûr, mais également de faire la démarche d'un historien, d'un neuroscientifique, de comprendre quels sont les outils, les méthodes et les concepts qui sont derrière. On ne préconise pas de faire uniquement de la démarche d'investigation, on peut lire. On sait par exemple que toutes les études internationales montrent que nos élèves décrochent en lecture non pas de textes narratifs, mais de textes informatifs. Ils ne lisent pas des articles de sciences, ils ne lisent pas des articles d'histoire, ils ne lisent pas des articles de géographie. Donc, qu'ils puissent faire de la simulation sur ordinateur, peu nous importe, nous ne sommes pas prescripteurs. C'est qu'ils comprennent que quand je fais de la géologie, c'est ainsi que je procède. Quand je fais de l'ethno, c'est ainsi que je procède. Par exemple, je vous donne un exemple, une classe de CE1 qui, pendant un trimestre intégral, a été observée à la même heure, le mardi,
à 15h, la devanture de Tati, équipée d'un questionnaire et d'une grille d'observation qu'ils ont élaboré avec l'enseignant et leur mentor, parce que chaque classe bénéficie de l'accompagnement d'un mentor, un expert du domaine. Et quel était l'objectif? C'était de décrire qui s'arrête devant la devanture, pourquoi, quel âge ils ont, c'est des hommes, des femmes, des enfants. Bien sûr, ils n'ont pas produit un résultat sociologique renversant, mais ils ont dénaturalisé leur regard. Ils ont compris que la circulation dans une ville aboutit, n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a des déterminismes sociaux, il y a aussi des déterminismes nés de ce qu'il y a dans du push que peut avoir un commerçant, etc. Et en quoi cela les prépare à être des citoyens scientifiques, si j'ose dire, de demain. Bien sûr, on aimerait bien que tous deviennent des scientifiques, qu'ils soient ethnographes ou astrophysiciens, etc. Mais surtout, qu'ils puissent être équipés, outillés pour participer à de la recherche participative, mais aussi être tout simplement un citoyen averti des enjeux qui peuvent, quels qu'ils soient, surgir le lendemain. Merci énormément. Alors, je vais prendre des questions dans la salle. Je crois qu'on peut commencer. On a à peu près jusqu'à 3h15, Eric. Voilà. Oui, allons-y. J'indique pour que le micro arrive jusqu'à la cible. Alors, j'espère que questions il y aura, mais je voulais faire un premier retour sur ce que j'ai vu, parce que c'est un sujet qui m'intéresse très particulièrement. Et je vais être très gros grain, parce qu'il n'y a pas le temps d'aller dans le détail, mais de ce que j'ai vu là, je suis déjà, je viens à le dire, assez ému de la présentation d'Yves Quéré. Je trouve que vraiment, dans le contenu, dans ce qu'il a présenté, il y a quasiment tout. Et même jusqu'à la problématique de comment on peut faire des sciences participatives quelque chose qui permet de faire de la science, et notamment d'avoir cette notion de protocole ou d'effectivement de pouvoir savoir quels sont les efforts qui sont mis en place pour avoir des données, tout ça. Enfin, franchement, sur toute la ligne. Et la main à la pâte, je pense que ça résume assez bien ce que je vais dire maintenant, et qui est assez lié aux propos. D'habitude, je suis plutôt optimiste. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'optimistes, donc je vais jouer un peu le côté, on va dire, pas pessimiste, mais les MOOCs. Pour commencer sur les MOOCs, aujourd'hui, l'un des constats des MOOCs, mais il ne faut pas hésiter, je ne suis pas un grand spécialiste, mais de ce que je vois, un des résultats des MOOCs, c'est que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne difficilement, que c'est en train de descendre, et que notamment, il y a deux choses qui ressortent de ça. Il y a 5 à 10% de retrait des gens qui sont dans les MOOCs, et il y a à peu près la moitié des personnes qui suivent des MOOCs qui n'ont pas atteint leur objectif qui était initialement formulé. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une critique plus générale de ce qu'on met derrière la formation, l'e-learning et des choses comme ça. Je veux dire, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enseignement qui est fait par des enseignants et avec de la pédagogie qui est instaurée, il est difficile à rétablir par un système qui est déconnecté et asynchrone. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et dans les réponses, je pense que les réponses à comment on peut utiliser ces choses-là, et notamment le MOOC et compagnie, les réponses, pour moi, elles ne sont ni l'intelligence artificielle, ni les logiciels, encore une fois, même si ça aide et que c'est forcément intéressant, mais elles sont plus par plus de communauté, plus d'échanges, des choses comme ça, mais c'est pas incompatible avec ce qui a été dit. Il y a l'aspect aussi intelligence collaborative qui a été présenté, ça m'intéresse beaucoup, et il y a des choses que j'ai vues récemment qui m'ont porté... L'intelligence, en fait, elle n'est pas forcément que liée à l'intelligence, elle est notamment beaucoup liée à l'émotion et à l'émotionnel. Et en fait, c'est quelque chose qu'on se rend compte, encore une fois, après, quand on est dans l'aspect communautaire, animation avec les personnes, et il y a quelque chose qui m'a été apparu comme ça peut être assez bizarre, mais... Le nombre de femmes représentées dans un groupe de personnes qui peuvent participer à cette intelligence collective et qui est vraiment essentiel pour avoir une qualité d'intelligence collective. Ça peut paraître hors sujet, mais je trouve que c'est quelque chose d'important. Dans les orateurs, il y a quand même beaucoup de personnes plutôt masculines que féminines. Et je pense que ça fait partie des choses, la prise en compte de l'émotionnel et de la parité, quelle qu'elle soit, mais notamment entre hommes et femmes, dans cette construction d'une intelligence collaborative, me semble être en fait quelque chose d'assez essentiel, outre la technologie et autres. Et dans les questions qui ont été posées, il y avait l'histoire de comment on garantit de vacciner les gens contre les fake news. Pour moi, c'est quasiment un focus sur les données de biodiversité, sur le réchauffement climatique. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont climato-sceptiques? Comment ça se fait qu'un Trump peut dire quelque chose et qu'une population peut le suivre, par exemple? Et j'ai des réponses qui sont très orientées terre à terre et données et techniques, mais qui me semble être lié aussi à ce qui a été dit par Yves Quéré dès son introduction sur l'inertie du système de l'éducation. Et en fait, la difficulté qu'on a à pouvoir réagir rapidement et à connecter les choses les uns aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, à minima, ce qu'il faut pour pouvoir traiter ce problème des fake news, c'est notamment de pouvoir donner accès aux données, aux outils, aux process qui permettent à des chercheurs d'aller du posage de la question jusqu'à la création de connaissances et la réponse à des questions. À partir du moment où ça, c'est pas ouvert et c'est pas accessible,
il est très compliqué, à mon avis, d'aller jusqu'à des étapes de vulgarisation fine qui permettent de pouvoir amener les gens vers soi et qu'ils aient la connaissance de ces choses-là. Donc, je ne sais pas dans la question qu'il peut y avoir derrière ce qu'il y a, mais si des gens veulent réagir à ça, ça m'intéresse, et notamment cet aspect vulgarisation qui est essentiel. Merci, c'était un peu long mais intéressant. Alors, est-ce qu'un de nos participants veut répondre? François, Yves, Ange ou Mathieu? Je vois Mathieu qui s'agitait sur sa chaise. Il y a eu beaucoup de questions en même temps, du coup. Oui, c'est difficile. Ben voilà. Juste sur les... Mais je t'ai vu t'agiter, donc... Le MOOC qui ne marche pas parce que les 50%, ça a été mon sujet de thèse, du coup je ne veux pas me faire agir. Mais le micro ne marche pas de toute façon, je crois, s'il marche. En fait, c'est des indicateurs qui ne sont pas du tout pertinents par rapport à... On calque des indicateurs classiques des systèmes éducatifs sur des comportements en ligne. Il faut savoir que quelqu'un, quand il s'inscrit à un MOOC, en fait, dans la minute qui suit, il s'est inscrit à 4 ou 5 autres MOOC en même temps. Donc, et sans du tout déclarer d'intention de les finir ou pas. Donc, comme des marque-pages. Donc, en fait, on compare une inscription à l'université et le fait de faire un bookmark de sa page. Donc, à partir de là, il faut repenser complètement tous les indicateurs de performance. Du coup, c'est juste pour ça. Et on peut tout à fait massifier les choses. Et ce qui compte, c'est plutôt en penser en termes de, à mon sens, de rentabilité économique. Là, je suis très court des comptes comme façon de penser. Est-ce que le numérique est un levier ou pas? Si on met 100 000 € dans la création d'un MOOC qui sert à 30 personnes à la fin, en effet, ça n'a pas été un levier économique. Mais si on le répète plein de fois, qu'on l'intègre dans les cursus et qu'on fait chuter les coûts et que c'est moins cher que la formation d'adulte, là, ça a marché, entre guillemets. Ça, c'est un indicateur qui est un indicateur de fonctionnaire de la Cour des comptes, désolé, mais qui, à mon sens, a plus de sens que les taux de certification. Mais merci Mathieu. Yves? Juste un mot, les MOOC, je ne connais pas bien, mais a priori, j'admire beaucoup. Je crois qu'il y en a qui sont magnifiques. Le problème, je crois qu'ils rentrent les MOOC, un peu comme les écrans, dans ce que j'appelais un caveat tout à l'heure. Un autre que celui que j'évoquais, qui était le fait que c'est très abstrait quand même, d'une certaine façon. Un autre, c'est que le MOOC nous coupe du professeur, du maître, de cette relation entre un maître et un disciple. Tous, moi en tout cas, je peux vous le dire, j'ai un souvenir extraordinaire de la plupart de mes professeurs. Je pourrais vous dire immédiatement le nom de mon professeur de latin en 4e, ou etc. Ils ont joué, et elles ont joué, un rôle fondamental pour moi parce qu'il y avait un rapport qui s'établissait avec sa voix, avec ce qu'elle était ou ce qu'il était, avec ses défauts même, avec ses grandes qualités. Donc ce site me semble être dangereusement tué dans tout ce qui est écran. Et je parlais tout à l'heure d'une séparation 50-50 entre le concret et le visuel, et l'écran. Et bien dans le concret, il y a le maître. Il y a la présence physique de quelqu'un. Et ça, je crois que c'est irremplaçable, il ne faut pas l'oublier. Oui, François, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que malheureusement, on n'a pas encore la réponse. Je suis d'accord complètement avec ce que vient de dire Yves, et même les différentes remarques ont été faites, mais je pense qu'on n'a pas fait suffisamment de recherche pour savoir ce que l'on apprenait le mieux d'un humain et d'une machine. Parce qu'il y a des choses dont la passion, le contact, la relation, qui sont nourries par l'humain, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut apprendre de la machine parce qu'elle est présente tout le temps et elle donne accès à beaucoup plus de choses. Et donc cette recherche qui, à mon avis, devrait être une recherche participative pour revenir là-dessus, à mon avis, est un peu au cœur. Et une des manières pour essayer de réconcilier ce qui a été dit, c'est ce que les Saventuriers ont pu faire par exemple, c'est d'essayer de faire des MOOC à destination des enseignants, pour les aider à monter en compétences, ce qui fait que quand ils sont dans l'interaction avec l'enfant, avec toute l'importance de la relation que tu décrivais à l'instant, Yves, ils sont montés en compétences parce que leur formation initiale en sciences, on sait tous que c'est pas forcément ce qui va leur permettre de nourrir la réflexion scientifique en particulier des plus jeunes. Merci. Ange, tu veux rajouter quelque chose? Juste un mot à nouveau. Effectivement, Saventurier, nous avons produit 9 MOOC, dont l'objectif est l'initiation des enseignants aux méthodes et enjeux de la recherche. Donc il y a bien sûr un enjeu de connaissances, mais on les a conçus, un peu pour aller dans le sens de Mathieu, en disant pour monter en expertise, mais ce sont en fait des nouveaux formats d'ouvrages collectifs, tout simplement. Je peux lire un chapitre d'un ouvrage collectif, je peux visionner une vidéo, la regarder 10 ans plus tard, revenir dessus. Donc c'est vraiment dans cette optique-là qu'on le veut. Enfin, voilà. Merci. Alors, d'autres questions? Alors, j'en vois deux au fond. On part d'abord de la gauche, à droite et ensuite au milieu. J'essaye de garder le souvenir des mains, mais vous les relevez à chaque...
Merci. Nouvelle interruption. Concernant la coévolution et la prise en compte des différentes formes d'intelligence, et notamment intelligence artificielle et intelligence humaine, il me semble qu'il y a une sorte de paradoxe, parce que, comme vous l'expliquiez, madame, il faut que le savoir soit compris comme la conséquence d'un processus. Mais d'un autre côté, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le fruit d'un processus, d'une rationalité implacable. Or, ce qui fait la différence, me semble-t-il, avec les êtres humains, c'est qu'il y a, comme vous l'avez aussi indiqué, des émotions, mais il y a autre chose. Il y a une capacité à se placer dans différents espaces, ce que ne fait pas l'intelligence artificielle. Et le paradoxe, c'est que finalement, en ce moment, on est en train de s'abêtir en se limitant à l'intelligence artificielle, ou du moins à une forme de rationalité. Et donc, il y a un certain paradoxe à rester dans l'objectif et la rationalité de la science, et en même temps d'intégrer cette dimension humaine que nous ne connaissons pas encore très bien sur le plan avec les sciences cognitives, où nous avons encore beaucoup à apprendre sur la richesse de notre intelligence. Donc une réponse brève, et après je vais vous demander de poser des questions brèves de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. On n'a plus que 10 minutes, un quart d'heure, donc c'est court. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a vraiment besoin de réfléchir sur la différence entre l'humain et la machine de manière un peu systématique pour justement travailler les qualités qui sont plus spécifiquement humaines et certainement pas se limiter. Ce qu'on sait parmi les limites des intelligences artificielles, c'est qu'elles peuvent extrapoler des données à partir de l'historique. Mais se projeter dans un autre espace, y compris imaginaire, éventuellement concevoir des dispositifs radicalement différents de ceux que l'on connaît, pour l'instant, elles sont très loin d'en être capables. Donc être capable de quelque part développer les imaginaires, et c'est intéressant, il y a un projet franco-russe qui invite les enfants à écrire aux intelligences de demain. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je pense que ça sera intéressant. Merci. À droite. Oui. Le micro arrive. Oui, bonjour. D'abord, un grand merci pour vos interventions à toutes et à tous qui sont très stimulantes. Vous semblez tous assez d'accord sur la nécessité de transmettre la méthode scientifique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique ? Vous êtes plusieurs à avoir ouvert aux sciences humaines et sociales. Et les sciences humaines et sociales, la sociologie des sciences montre assez clairement que, par exemple, la méthode hypothético-déductive, l'observation, tout ça, c'est une histoire qu'on raconte a posteriori quand on fait des sciences pour écrire un article scientifique. Mais dans la vraie vie de la recherche, et ceux qui font de la recherche le savent bien, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc voilà, je résume ma question. C'est quoi pour vous la méthode scientifique ? Alors, qui veut répondre à cette question Alors, Yves. Répondre très partiellement, bien sûr. Je crois qu'il y a plusieurs ingrédients qui sont différents de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre. Il y a d'abord la curiosité. Je crois que la curiosité est un point de départ immanquable pour ce qu'on appelle la méthode scientifique. C'est-à-dire, si je ne suis pas curieux, je ne vois pas du tout ce que je peux apporter à quoi que ce soit dans le domaine scientifique. Bon, ça ne fait pas partie de la méthode, mais la curiosité, c'est un point de départ. Je crois qu'il y a aussi, bien sûr, il y a des ingrédients divers qui me semblent nécessaires, sinon et pas suffisants, mais nécessaires. L'imagination, la probité. La probité doit faire partie de la méthode scientifique, en ce sens que je dois avoir le respect des faits. Je n'ai pas le droit de mentir, je n'ai pas le droit de transformer une courbe, etc. Je le fais peut-être, mais je n'ai pas le droit de le faire. Donc il y a tout ça. Mais plus simplement, je crois que, moi je répondrai à votre question de façon un peu simpliste, mais qu'il y a le respect des faits, il y a des faits, et il ne faut pas que je les tourne, il faut que je les décrive. Au fond, la science n'est jamais qu'une description de la nature, c'est un récit sur le monde. Ce n'est pas autre chose qu'un récit. C'est pour ça qu'il y a un lien tellement fort entre la science et le langage. La science est un langage et le langage est une science. Le langage est une science dans la mesure où il crée des synthèses dans le vocabulaire. Un arbre, c'est la synthèse de tous les arbres. Et j'ai créé un mot qui est extraordinaire, qui est l'arbre, qui est un mot synthétique. Après, je ferai de l'analyse, etc. Donc tout ça, c'est le lien entre le lien entre science et langage qui fait que finalement, moi, je vous dirais que la science, c'est simplement un récit. Donc la méthode scientifique, c'est la qualité du récit, c'est tout. Ma réponse est largement insuffisante. Merci. Alors, j'ai deux questions au milieu, mais à Pascal, je pense que tu veux répondre sur la
sur la démarche scientifique, te connaissant. Et puis derrière, je n'ai pas oublié la question qu'il y a derrière. Mais comme je pense que c'est une autre question, je laisse Pascal répondre. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, mais j'ajouterais que dans la démarche scientifique, ajoute pour qu'elle soit successful, d'être aux aguets de tout ce qui peut arriver autour. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle technologie ou s'il y a un résultat qui fait avancer d'un grand pas les recherches. Donc je pense qu'en plus de la curiosité, de tout ce que tu as dit, je pense que pour avoir une démarche scientifique efficace, il faut aussi être bien aux aguets de tout ce qui se passe. Merci Pascal. Alors on va s'arrêter là, on prend une question suivante parce qu'on n'a plus que 5-6 minutes. Moi, c'est pas tellement une question, mais juste peut-être une... D'où vient cette question que je n'ai pas... on vous a donné le micro sans ma permission, ça c'est très mal. C'est très mal, parce que non, mais j'essaye de respecter. Non, alors allez-y, mais après il y a une question qui attend dire que l'enseignement et la recherche ont évolué, que finalement ils sont plus ou moins liés à la vitesse qu'on voit au XXIe siècle. Tout est maintenant très très vite, et donc je vois que finalement on n'a pas tellement discuté de cette vitesse qu'on a tous les jours, de lire, de s'informer, mais on s'informe et on s'éduque et on enseigne très très rapidement, mais pas de la même façon que ça se faisait. Alors, l'accélération du temps et de la quantité d'informations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Oui. Donc, en spécialiste de la coévolution, c'est une évidence qu'il faut prendre en compte l'évolution du reste de votre environnement. Et ce qui est sûr, c'est que si l'école évolue moins vite que les technologies et la société, le risque de son obsolescence est certain. D'accord ? C'est pas le risque, c'est la raison. Donc on a l'obligation quelque part de penser des dispositifs permettant à l'école d'évoluer pour permettre de faire avancer au bon rythme, autant que possible, les jeunes et les moins jeunes. Et donc il faut, mais en même temps il y a tout un tas de choses qu'il faut remettre en cause, éventuellement avoir appris à désapprendre. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut, je pense, réfléchir. Et à mon avis, l'intelligence collective peut nous permettre d'avancer plus vite que les intelligences individuelles qui n'ont pas toujours l'opportunité, le temps et l'environnement pour progresser au bon rythme. Alors il y avait une question, voilà, au milieu. Oui, bonjour et merci pour tout ce que vous avez présenté. J'ai un tout petit témoignage et une question ouverte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser des fois, on a l'impression que c'est négatif, etc. Moi, je suis enseignant de lycée et collège. Je peux vous témoigner que notre enseignement scientifique français, en citant deux exemples, deux indicateurs concrets, j'ai passé plusieurs années dans des lycées français à l'étranger. Je peux vous témoigner que des lycéens d'origine étrangère, francophones, après 4, 5 ans, 6 ans, vraiment, qui suivent les années de lycée et de collège chez nous, dans des lycées français, réussissent, mais vraiment avec brio, des carrières scientifiques d'ingénieurs dans les universités américaines et canadiennes. C'est un exemple. Et même anglaises. Vraiment, j'ai plein. J'étais 5 ans dans un lycée français. Et deuxième indicateur, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré le peu de moyens, malgré les grèves, etc., plein de choses, on a plein de collègues, avec le peu de moyens qu'ils ont, franchement, qui se donnent à fond. Pour les exemples que vous avez dit. Voilà, franchement, voilà. En plus de la difficulté d'avoir le privilège d'assister et de côtoyer d'imminentes personnalités de l'Académie des sciences et autres. Donc c'est ma question qui arrive, c'est comment faire pour que nous, les enseignants, on puisse accéder à des temps de réflexion, de partage, des cafés, avec des chercheurs, sachant que beaucoup d'élèves des UFM, au mieux, ils ont fait un stage de recherche en master, je ne sais plus, 1 ou 2 d'un mois ou 2 mois, et à peine, et encore. Alors, sachant qu'ils sont jeunes, étudiants, vous voyez, c'est comment ouvrir le champ de formation des enseignants. Alors François d'abord et Yves ensuite, parce que je crois que l'un et l'autre sont particulièrement pertinents sur cette question. Donc on est entièrement d'accord. Pour ne donner qu'un chiffre, il y a un récent sondage auprès de vos collègues montre que 88% des enseignants se considèrent comme pas suffisamment accompagnés dans l'évolution de leur métier et les multiples défis qu'ils doivent relever aujourd'hui. 88%. Donc, je pense que c'est un devoir de la nation
que de répondre à cette demande, parce qu'eux-mêmes sont en demande pour aider les millions d'enfants qui sont dans les écoles, les collèges et les lycées en France ou à l'étranger. Et donc on a besoin de repenser non seulement la formation initiale des enseignants, mais fondamentalement le développement professionnel. Qui est un mot qui est trop peu utilisé dans l'éducation nationale aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement la formation continue telle qu'elle peut être pensée rue de Grenelle ou dans les académies. C'est en partant des besoins, et vous en exprimez un type, et comment est-ce qu'on peut, par exemple, géolocaliser, pour répondre précisément à votre question, les enseignants et les chercheurs qui seraient capables de passer un peu de temps pour discuter ensemble. C'est typiquement le genre de choses qu'on fait avec les Saventuriers, c'est typiquement le genre de choses qu'on essaie de faire au CRI. On essaie d'inviter tous les enseignants qui le souhaitent à venir, à discuter avec nos étudiants, avec nos chercheurs, pour essayer de co-élaborer, de co-construire de nouveaux dispositifs, de les prototyper, et ensuite de faire des MOOC et des choses comme ça pour les rendre accessibles à tous ceux qui souhaiteront les tester. Yves. Et ça sera la conclusion parce que notre temps est terminé. Donc, Yves, la tu conclusion, c'est que voilà. c'était une très bonne question. Je pourrais m'arrêter là, mais simplement ajouter que, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais une des premières décisions de Georges Charpak, créant la main à la pâte, ça a été de créer un lien qui, à son avis, n'existait pas du tout entre le monde de l'enseignement, et notamment de l'enseignement primaire, et le monde de la science. En effet, ce lien n'existait pas du tout, sauf rares cas familiaux, mais il n'y avait aucun lien, et il a immédiatement, tout de suite, voulu qu'il y ait des réunions. Il en a organisé, nous en avons organisé des centaines, entre des instituteurs, on dit des instituteurs, et des scientifiques. Et petit à petit s'est créé une espèce de collège invisible de scientifiques, on estime leur nombre peut-être à 2000 environ en France, qui sont soit des scientifiques, soit des étudiants en sciences, soit des ingénieurs en retraite, qui sont prêts à leur téléphone, prêts à répondre, prêts à aller dans une ville, dans une école, aider, voir, etc. Donc ce lien, vous avez complètement raison, il faut le développer, je crois, tel que, en tout cas, Georges voulait absolument qu'il existe. Voilà. Il est anormal qu'il n'y ait pas ce lien. Et le fait simplement que l'Académie des sciences, à sa demande, ait immédiatement donné sa bénédiction à la main à la pâte, a été un signe très, très symbolique. Vous voyez ? Qu'est-ce que l'Académie des sciences ? Des gens ont dit, qu'est-ce que l'Académie des sciences a à voir avec l'enseignement à l'école primaire ? C'est ridicule. À la rigueur qu'elle s'occupe de l'université. Et Georges disait non, c'est là que c'est important. Et pour lui-même, il disait, moi, tout ce que je suis, peut-être prix Nobel ou n'importe quoi, je le dois à l'école primaire, et puis un peu au collège, mais pas du tout à l'université. Il disait ça un peu de façon provocante, mais vous avez raison, ce lien est essentiel. Voilà. Et je rajoute juste qu'il existe maintenant 9 maisons pour la science en province, qui mettent en contact les chercheurs de l'université et les professeurs des écoles et les professeurs de collège, quelquefois les professeurs de lycée, avec à la fois des formations et des interactions entre eux. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous voyez que c'était riche. On a un petit quart d'heure de pause avant de reprendre. Merci à tous.